On va donc parler de Salah Abdeslam qui est condamné à la perpétuité incompressible, plus haute peine de prison en France. Merci pour les follow tout le monde. Salah Abdeslam qui est impliqué dans plusieurs attentats entre la France et la Belgique, même si dans certains d'entre eux, on ne peut faire que soupçonner, en tout cas pour le moment, son rôle dans certains d'entre eux, dont les attaques du 13 novembre 2015, les terrasses des cafés aux abords du Stade de France. Rappelez-vous, c'est pas si loin. Salah Abdeslam donc, est surtout connu pour son rôle de convoyeur, en l'occurrence, se procurant le matériel nécessaire aux attaques. Notamment, il avait fait un stage dans une entreprise de démolition pour pouvoir se procurer des détonateurs. Enfin, vraiment, le mec avait été loin. Et donc, surtout, il véhiculait les terroristes eux-mêmes, les bombes humaines à travers l'Europe. Alors, je crois à un moment, il avait été cherché à quelqu'un à Budapest, s'était fait arrêter en Autriche, ils étaient passés par l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas. C'était un petit peu, évidemment, la France, et hélas, la France. Et donc, voilà. C'était un petit road trip, mais voilà, pas le genre de road trip sur lequel vous avez envie de faire un film, évidemment. Alors il s'est présenté fièrement, dans un premier temps, comme un combattant de l'État islamique. On lui a dit ouais, quel est votre métier? Il a dit non mais j'ai délaissé ma profession pour devenir un combattant de l'État islamique, donc sans remords apparent. Donc c'est un procès qui dure depuis pas mal de semaines, plusieurs mois même, je crois. Enfin, il parlait de 140 jours, mais ça, je vous dis ça de tête. Je vous mettrai évidemment, comme d'habitude, tout un tas de liens dans la description de la rediff. C'est quoi, déjà 30 ans du coup? Je vais faire un petit rappel, Juan Castoflex, pas mal comme blaze. Je ferai évidemment un petit rappel juridique, mais concis, étant donné qu'on a fait une émission spéciale juridique déjà, mardi, à laquelle je vous renvoie la radio libre. Donc voilà, sans remords apparent dans les premiers jours du procès, il a quand même déclaré ce lundi, donc le 27 juin 2022, je vous ai présenté mes excuses. Certains vous diront qu'elles sont insincères, donc pas sincère, que c'est une stratégie. L'amour de la patate. Plus de 130 morts, 400 blessés. Qui peut présenter des excuses insincères après tant de souffrance? Alors après, bah moi je sonde pas les cœurs ni les reins. Il y avait Marianne qui faisait état d'un certain revirement au fur et à mesure du procès. L'amour de la patate. Dans son tempérament, dans son comportement, qu'il y avait le masque et le mutisme et la fierté du début qui se fissuraient un petit peu. Alors après... je sais pas, qui ne peut pas regretter d'avoir buté des centaines de personnes et contribuer, parce que lui-même disait oui bah moi je n'ai pas tué de monde directement, encore une fois, quand on creuse, visiblement il a été impliqué dans des fusillades en Belgique après les attaques du 13 novembre, donc même ça on n'en est pas sûr, mais bon, si tu amènes des personnes qui vont faire des attentats, bah t'es au meilleur des cas complice de centaines de morts, donc c'est pas ouf non plus. Depuis 1994, donc pour le petit rappel juridique, c'est la date de son introduction dans le droit français, c'est seulement la 4e fois, dites-vous bien, que la perpétuité réelle est appliquée. Pierrot le fou et Fourniret, enfin ce genre de personnes. Donc la perpétuité réelle, c'est-à-dire la prison ferme pour un minimum de 30 ans, sans aucun aménagement de peine possible, donc pendant les 30 premières années. Alors en pratique, le code pénal prévoit qu'au bout de ces 30 ans de prison, donc, le condamné puisse demander une révision de la peine qui pourrait lui être accordée à titre exceptionnel par un juge d'application des peines. Mais contrairement aux autres détenus, ceux condamnés à la perpétuité réelle doivent, en plus d'être reçus par des experts qui évaluent leur degré de dangerosité, surtout pour des terroristes, il faut qu'il y ait 5 magistrats de la Cour de cassation qui décident s'ils mettent fin ou non au caractère incompressible de leur peine au bout de 30 ans. Donc voilà. Il y a aussi en guise d'ouverture par rapport à ça, je vous montrerai quelques articles, mais en creusant un petit peu, en faisant un petit rappel des faits autour de Salah Abdeslam, je suis tombé sur un théoricien, justement, un théoricien de tout ce terrorisme islamiste, à savoir Abu Musab al-Souri, qui... lui on sait même pas tout à fait s'il est mort, parce qu'en fait il était détenu par la CIA, il a été extradé en Syrie, il aurait été libéré en Syrie, et puis vous savez comment c'est la Syrie, bah, c'est un petit peu l'État islamique, c'est à cheval entre la Syrie et l'Irak, il me semble, si je résume le truc grossièrement. Et donc Moussa Balsouri qui pense que les attentats, en fait, il faut les faire dans le but de créer de l'islamophobie. Donc, mission accomplished, hein. Et parce qu'il pense que ça contraindra la jeunesse musulmane européenne à une alternative sans nuance, bien binaire, ou bien devenir des apostats, renier leur religion et devenir des mécréants, vivre parmi les mécréants avec les coutumes des mécréants, donc les non-musulmans, ou bien
fuir l'Europe pour éviter les persécutions du coup dues à la montée de l'islamophobie, elle-même due à tous ces attentats, pour du coup voilà éviter le harcèlement, les persécutions, et rejoindre idéalement, selon ce prédicateur, l'État islamique. Alors, donc on peut dire que les extrêmes droites ont des intérêts communs à favoriser ce type de tension, comment t'as deviné à ma favoriser conclusion? Ah, parce que je suis trop gros cerveau. Ben ouais. Bah, ils ont au moins ça, en tout cas, comme but en commun avec l'extrême droite française, quoi. Que les musulmans européens quittent l'Europe, du moins tant que le califat n'y est pas proclamé, puisque c'est le but revendiqué à long terme par les personnes qui commanditent ces attentats. Et faut savoir qu'avant 1979, pour les gens qui pensent que oui, bah l'islam c'est inconsubstantiel du terrorisme, c'est comme ça, c'est marqué dans leur religion, ça a toujours été comme ça. Il n'y avait pas d'attentat islamiste avant 1979. En fait, généralement, on fait dater comme point de départ la guerre en Afghanistan, justement, qui a débuté en 1979. La guerre soviétique, du coup. La guerre soviétique et américaine derrière, parce que bon, en fait, les Américains, c'est eux qui ont grandement encouragé une résistance qui ne soit pas uniquement politique, mais religieuse, parce que plus déterminée. Tout ça, c'était dans les années 80. Ouais. Tout ça, c'était grandement favorisé. Et aussi parce que les soviétiques luttaient férocement contre l'islam, et que du coup, la résistance à l'invasion soviétique était en premier lieu celle des croyants qui étaient attachés à leur religion et qui ont voulu se défendre de leur attaque à leur religion. Donc effectivement, les Moudjahidines, qu'on appelait aussi les soldats de la liberté, les Freedom Fighters à l'époque, dont Ben Laden, ont été largement financés par les États-Unis. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de voir que ça coûte beaucoup moins cher de résister à une invasion de l'Afghanistan que de la faire, en fait, parce que les soviétiques ont dépensé je ne sais combien de milliards, des ressources dans tous les sens pour un échec absolu au final, tandis que les Américains, à l'époque, dans les années 80, exactement. Et dans les années 80, les Américains donc ont bien insisté sur cette épine dans le pied de l'URSS. Bon, ils avaient quand même envahi un pays, donc voilà, après ça avec des conséquences, évidemment. Mais ce que je voulais dire, c'est que la CIA, à l'époque, a fourni finalement relativement peu de soutien matériel, c'est-à-dire 2-3 milliards d'euros, et c'est tout. Donc, tu vois, c'est par rapport aux 2000 milliards par comparaison qu'a coûté la guerre d'Afghanistan de 2001 à 2020, enfin 2021. Donc 20 ans de guerre, 2000 milliards de dollars pour un échec total et absolu, en fait. Donc 2000 milliards de dollars, c'est le PIB de la France. C'est l'intégralité de tout ce que produit la France chaque année. Donc c'est quand même ça investi dans l'Afghanistan pour au final en faire un pays encore plus dangereux, encore plus violent, encore plus rigoriste, encore plus radical, encore plus violent avec les femmes, etc., qu'il n'était il y a 20 ans. Donc voilà, avec, tu vois, relativement peu de moyens, des empires se sont cassés les dents, voilà, sur des résistants qui avaient relativement peu de moyens. Et ça, c'est pour ça qu'on appelle l'Afghanistan le cimetière des empires. Bon, c'est connu, c'est un peu la tarte à la crème, mais c'est réel, quoi. Il y a vraiment ce truc-là. Et du coup, toi, tu disais, il n'y avait pas d'attentat islamiste en France avant ces années-là. Pas que en France, enfin j'ai pas retrouvé trop d'attentats islamistes avant 1979. Alors après, des fidèles de l'islam qui commettaient des meurtres pour x, y raison, ou qui avaient des revendications politiques, sûrement que ça existait, mais en tout cas pas sous la forme sous laquelle on connaît à l'heure actuelle, pas justement une guerre de la terreur, quoi. Après, il y a aussi une réalité géopolitique, c'est que les pays occidentaux ont bombardé massivement de très nombreux pays musulmans pendant des mois, des années, etc. Et que ça a des conséquences de faire ça, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu te reçois des bombes et qu'on te dit c'est les Américains qui t'envoient ces bombes, alors que t'as rien demandé à personne, t'as le seum contre les Américains, au minimum. Créer un léger ressentiment. Voilà. Hésite pas à ta mettre famille a été massacrée par une frappe. Si t'as rendu le live de ton côté. Ah oui, tout à fait, oui, je peux la remettre. Par contre, je suis nu, donc je reste nu, donc je mets le filtre. Ah, d'accord. Voilà. C'est pas bête. 3 fois filtré. Je ne vois pas encore ta cam. Ah, ça y est. La voilà, elle est magnifique. Si je la retrouve. Peut-être. On a Vulgadroit, donc qui va nous donner quelques petites précisions juridiques qui seront les bienvenues. Après nous en avoir donné beaucoup déjà mardi. Décidément, Vulga, tu nous gâtes. On va t'appeler Vulgat droit, d'ailleurs. Ouais, tant que c'est pas comme Romu avec Vulva droit, ça me va. Ouais, c'est Romu. Attends, par contre, j'ai juste coupé le
Ouais, attends, je vais juste. Moi, il couper le m'appelle retour Kalec du et du coup, live. ça me met mal à l'aise parce qu'il y a Kalex qui te fait des dons et tout, et j'ai peur que les gens pensent que c'est moi après et que le pauvre, sa personne soit supprimée, soit disparaisse au passage, quoi. Mais non, Kalex, c'est bien Donc, quelqu'un de voilà. distinct, avec même son Exactement. propre logo. 27 degrés encore, ça va, Cali, il fait pas si chaud. Ben, je suis en sueur en fait permanente et il fait plutôt 30 là où je me trouve, plus Moi, de laisse 30. tomber, moi, pareil, j'étais... le soleil qui a commencé à taper sur le chemin du retour, en côte, chargé comme une mule, j'ai kiffé. Vulga, du coup, est-ce que c'était par rapport aux peines incompressibles que tu voulais intervenir, ou c'était par rapport à un autre point du procès? Alors, de base, en fait, je m'étais mis dans le standard en attendant de parler on va dire pas de ce sujet justement concernant concernant Salah Abdeslam. J'avais pas suivi on va dire vraiment le dossier. Donc du coup, moi je voulais parler d'un autre sujet qui était lié à nouveau à la Cour européenne des droits de l'homme, donc un truc qui a rien à voir. D'accord, ok. Du coup, faux départ pour cette fin de chronique. Mais est-ce que, je sais pas, Aurel, t'avais quelque chose à ajouter vu que tu es là dans le coin, ou est-ce que Kali, tu avais un petit éclairage supplémentaire à nous apporter par rapport ou autour de cette affaire? Salah Abdeslam, du coup, qui est le seul qui a été retrouvé vivant, hein, parce que évidemment, il y en a plein qui se sont fait sauter avec une ceinture d'explosifs, qui ont été abattus, et c'est le seul qui, au bout de, je sais plus, 125 jours de cavale, je sais plus exactement, enfin pas mal de temps, qui a été retrouvé dans une opération à Molenbeek, il me semble. Ouais, tout à fait. Après avoir, sa cavale était assez particulière d'ailleurs, hein. Il a passé la soirée du 13 novembre avec des mecs dans un hall à regarder les images sur un téléphone en fumant des joints. Enfin, c'est vraiment, c'est là qu'on voit que voilà, les mecs qui font ça, les mecs qui font ça, ils sont pas vraiment, enfin, Ils sont un peu déconnectés, je pense, parce que quand t'es en ouais, c'est ça, cavale. qui sont complètement perdus. Bon, après, Alors que pourtant, il y avait de l'organisation avant, évidemment. mais ouais, je sais pas pourquoi il y a du relâchement après. Enfin, peut-être que le mec s'attendait à se faire choper de toute façon. Bah, mais... De toute façon, lui, il a pas fait ce qu'il avait à faire, quoi. Il aurait dû mourir avec les autres. C'est ça, c'est que lui avait une ceinture d'explosifs et qu'il a laissé. Alors, je sais plus dans quelle ville de banlieue parisienne où il a jeté ça dans une poubelle. Dans une poubelle, ouais. Ouais. Alors, je sais pas pourquoi il a changé d'avis. Est-ce que c'est simplement qu'il tenait trop à sa vie, ou est-ce que c'était le fait d'en sacrifier autant, ou est-ce que finalement mourir en martyr, ça le branchait plus trop, quoi. Donc, ouais, il s'est pas vraiment expliqué là-dessus, parce que moi j'ai lu à plusieurs reprises des minutes du procès et tout. Bon, après c'est très très lourd, quoi, donc je l'ai pas fait tous les jours non plus. Mais du coup, je sais pas si vraiment il est revenu là-dessus, s'il en a parlé, si lui-même, je sais qu'il s'est exprimé à plusieurs reprises, mais c'était pas super cohérent non plus. Il s'est excusé, puis après il a revendiqué. Bon, c'était un peu confus, quoi, ces déclarations. On avait cité d'ailleurs plusieurs fois, hein, dans le couvre-feu, je me souviens que plusieurs fois j'ai pris des déclarations, alors pas forcément de Salah Abdeslam, mais du procès en général, de choses qui avaient été dites par François Hollande, par Abdeslam lui-même, par des accusés, par des victimes, évidemment. Donc on en avait parlé, mais au final, c'est vrai que sur ces éléments-là précis de sa cavale et tout, je ne sais pas si on a eu des réponses vraiment à ces questions-là, et pourquoi il a fait ce qu'il a fait, quoi. Est-ce qu'il y a vraiment seulement une explication, quoi? Alors par contre, on nous dit que le détonateur était défectueux. Bah, c'est lui qui a fait n'importe quoi, parce que c'est lui qui a été personnellement chercher les détonateurs. Ou est-ce que justement il aurait pas fait en sorte que son détonateur soit défectueux parce qu'en fait il voulait pas mourir? Je sais pas. Enfin, je sais pas si prendre perpète en étant l'ordure publique numéro 1, c'est beaucoup mieux que mourir. Bon, surtout que c'est un petit peu le projet à la base, quoi. Ouais, ça c'est sûr, hein, les autres qui ont fait ça, eux, sont tous morts, quoi. Généralement c'est ça, c'est que en fait c'est surtout ça qui est remarquable, c'est que c'est assez rare finalement que tu arrives à en prendre un vivant pour le juger. Donc généralement ils sont tous prêts à mourir dans l'opération, et c'est ce qui se produit la plupart du temps.